La gamme Rover 827. La gamme Rover 827 représente le nouveau drapeau de la production Austin Rover. Elle ajoute encore un agrément supplémentaire au comportement déjà hors du commun de la Rover 825 Sterling. Un nouveau moteur de 2,7 litres à allumage intégral est équipé d'une admission à tubulure modulable équipe ce nouveau modèle. Le groupe motopropulseur comprend également une nouvelle transmission automatique à gestion électronique. L'intérieur est équipé d'une console centrale redessinée et le conducteur bénéficie maintenant d'un régulateur de vitesse électronique à commande pneumatique. Tout ceci contribue à améliorer la puissance, les performances et le niveau des spécifications générales du véhicule. Ce programme reprend l'étude des nouvelles spécifications et incorpore l'examen de la boîte de vitesse automatique à gestion électronique. Nous soulignerons les différences qui existent entre ce nouveau véhicule et ses prédécesseurs et nous verrons dans quelle mesure ces changements modifient le service après-vente qui lui est dû. Le moteur 2,7 litres est un développement du V6 de 2,5 litres. L'augmentation de la cylindrée a été obtenue en augmentant l'alésage de 3 mm. Mais ce moteur représente bien plus que cela. Le système d'admission a été entièrement revu pour apporter encore plus de raffinement à ce groupe. Le système d'admission à double canalisation représente une caractéristique totalement nouvelle pour ce moteur. Cette conception augmente la longueur des tubulures d'admission à basse et moyenne charge, ce qui a pour effet d'augmenter le couple moteur. Le moteur de 2,7 litres est le dernier en date de la gamme Austin Rover à recevoir un système de gestion injection-allumage totalement intégré. En effet, l'injection et l'allumage sont gérés par un boîtier électronique unique. Celui-ci est situé sous le siège avant droit. Une autre caractéristique essentielle de ce véhicule est sa boîte automatique gérée électroniquement. Elle vous sera vite familière sous les initiales EAT. Elle a été conçue pour offrir un meilleur contrôle du passage des vitesses ainsi que du verrouillage du convertisseur de couple. Le sélecteur de vitesse est monté sur une console d'un nouveau dessin. Ce sélecteur comprend maintenant une position S ou Sport en remplacement de l'ancienne position 3. La position D est la position de conduite normale. Elle permet d'utiliser toute la gamme de vitesses avec des régimes de passage modérés. Lorsque S est sélectionné, la boîte passe ses 3 premiers rapports, mais le véhicule reste sur chacun d'eux plus longtemps, ce qui lui confère un caractère plus sportif et une meilleure accélération. De même, la boîte rétrograde à des vitesses plus élevées et donc à des régimes plus hauts. Cependant, lorsque vous êtes en position S, vous pouvez sélectionner la 4e vitesse. Vous utilisez pour ça l'interrupteur S4 et dans cette position, vous obtiendrez le passage des 4 vitesses, mais vous conserverez le comportement plus sportif de la boîte. Un témoin au tableau de bord s'allume lorsque le mode S4 est sélectionné. Lorsqu'on retire la position S, le système S4 est automatiquement annulé. Il ne pourra être resélectionné que lorsque le levier de vitesse reviendra en position S. Lorsque le véhicule arrive à l'arrêt, la seconde vitesse est automatiquement sélectionnée par la boîte. Ceci évite les secousses en fin de course du véhicule et diminue l'entraînement résiduel dû à la boîte. Lorsque le véhicule repart, la première vitesse est automatiquement sélectionnée sans intervention manuelle. Un dispositif d'assistance de départ à chaud lié à la température du moteur est systématiquement installé sur les véhicules équipés d'air conditionné. Ce système débraye automatiquement le compresseur de fréon lorsque la température du système de refroidissement atteint un seuil critique, ce qui a pour effet de réduire instantanément la charge du moteur. Il y a 2 composants essentiels dans ce système. Premièrement, un petit ECU que vous voyez maintenant sur l'écran, derrière le phare avant droit.
Et deuxièmement, une sonde de température que vous voyez ici sur la durite supérieure de radiateur. Le faisceau électrique a également été partiellement modifié avec l'introduction du 2,7 litres. Certaines épissures ainsi que des œillets de mise à la masse ont été remplacés par des connecteurs de ce type. Certains de ces connecteurs sont blancs, comme celui-ci. Tous les fils qui y arrivent sont reliés entre eux. Certains autres, comme celui-là, sont bleus et remplacent à eux seuls plusieurs épissures. Attention, dans ce cas, tous les fils ne sont pas interconnectés. La position de certains connecteurs a également été revue. Par exemple, les prises de faisceau de porte ne sont plus dans le compartiment moteur, mais à la base du pied de caisse avant, ce qui améliore leur protection contre les intempéries. Toutes les modifications de faisceaux électriques visent à l'amélioration de la fiabilité. Voici donc les changements essentiels apportés sur la Rover 827. Nous allons examiner en détail les changements les plus frappants sur cette nouvelle auto. Le système de gestion électronique du moteur et la transmission automatique. L'injection et l'allumage sont maintenant combinés et gérés par un boîtier électronique unique. Tout d'abord, voyons le système d'injection. Une meilleure compréhension de ce système vous sera possible grâce à la lecture de la cassette vidéo PGM-FI. Ici, nous ne verrons que les différences avec l'ancien système PGM-FI. Les changements essentiels ont été réalisés au niveau du système d'admission d'air. Le résonateur qui existait déjà dans l'ancien modèle est maintenant modulable. Il est situé, comme avant, sous l'aile avant gauche. Un volet dont l'effet est de réduire dans tous les cas le niveau du bruit d'aspiration lui a été adjoint. L'écu d'injection contrôle le fonctionnement de ce volet par l'intermédiaire d'une électrovalve, que vous voyez maintenant en détail sur l'écran. Lorsque le régime est inférieur à 3800 tours, l'électrovalve est excitée, ce qui amène la dépression du réservoir à vide vers le poumon de commande. Le volet s'ouvre alors pour réduire le niveau sonore de l'admission. Si vous suivez à partir de là le cheminement de l'air vers le moteur, vous vous apercevrez que le volet d'admission, ou papillon, est maintenant unique et qu'il remplace à lui seul les deux anciens papillons qui apparaissaient sur le moteur de 2,5 litres. Par contre, la soupape d'air additionnelle, ainsi que le tiroir de contrôle électronique et l'amortisseur de papillon sont situés aux mêmes emplacements et fonctionnent de la même façon que sur le 2,5 litres. Sans aucun doute, le raffinement le plus spectaculaire de ce montage est le système à double conduit d'admission. Ce montage permet de changer la longueur des tubulures d'admission de façon à fournir une canalisation longue de petites sections favorable à un couple élevé pour les faibles et moyennes charges, puis une canalisation courte de grosses sections pour les hauts régimes. Le système d'admission est fait de 3 parties. La section centrale comprend 12 lumières. Les 6 lumières ovales sont équipées de papillons. Lorsque le moteur tourne lentement, ces papillons sont fermés. L'air d'admission qui franchit le papillon principal chemine, comme indiqué sur l'écran, par les canalisations de petites sections. Puis, lorsque le régime du moteur atteint 3800 tours, les 6 papillons s'ouvrent simultanément, ce qui permet le passage de l'air par une canalisation courte de grosses sections. L'air chemine alors, comme illustré sur l'écran maintenant. Tout ceci semble a priori simple, mais comment est-ce réalisé ? Le CU d'injection intervient alors. Il contrôle 2 électrovalves qui sont montées à l'intérieur du boîtier de contrôle noir fixé sur le tablier. Ces 2 électrovalves amènent la dépression vers le poumon de commande des volets.
il y a 3 positions possibles, à savoir pleine ouverture, entrebâillement, fermeture totale. Au ralenti, les 2 électrovalves sont sous tension. La dépression arrive aux 2 niveaux du poumon de commande et les papillons sont alors fermés. En 3200 et 3800 tours, un seul solénoïde est sous tension, ce qui dirige la dépression vers le niveau inférieur du poumon seulement. Au-dessus de 3800 tours, les 2 électrovalves sont hors tension. Il n'y a plus d'arrivée de dépression vers le poumon de commande et les volets sont grands ouverts. Nous avons vu le fonctionnement du système d'admission d'air. Voyons maintenant le système d'alimentation en carburant. Il est très proche du système équipant les 2,5 litres. Néanmoins, quelques modifications apparaissent. Au niveau du déclenchement de l'injection, vous voyez ici les 2 capteurs et vous allez apercevoir sur le pignon d'arbre à cames avant le nouveau montage des dents de déclenchement. Ce pignon a maintenant 24 dents intérieures, mais présente toujours une dent extérieure unique. Ces dents supplémentaires permettent de déterminer avec plus de précision encore la position exacte des cylindres, ce qui est maintenant rendu nécessaire par l'adoption d'un système d'allumage combiné. Un autre détecteur de position est incorporé à l'allumeur. Il fournit aussi une indication de la position et remplace en cas de défaillance l'autre déclencheur. Le positionnement rigoureux est fait à la fabrication et ne doit pas être retouché. 2 sondes reliées au système d'injection ont changé de position. La vis de réglage du CO, initiale IMA, et la sonde de pression atmosphérique, initiale PI. Elles sont maintenant situées dans le tableau de bord, près du panneau de fusible. La procédure de réglage est identique à celle du moteur de 2,5 litres. Néanmoins, pour obtenir les valeurs nouvelles, référez-vous toujours au manuel de 2,7 litres. Les véhicules équipés d'air conditionné sont maintenant munis d'un dispositif d'assistance de démarrage à chaud qui améliore les démarrages lorsque la température dans le compartiment moteur est très élevée. Lorsque vous coupez le contact et que la température de l'huile est supérieure à 105 degrés, les ventilateurs sont mis en fonction en première vitesse pour une durée d'environ 30 minutes, ou, du moins, jusqu'à un abaissement sensible de la température. Le fonctionnement est contrôlé par un petit ECU situé sous le siège avant droit, ainsi que par une sonde de température placée sur le cache-arbre à cames arrière. Voyons maintenant le système d'allumage. Un système d'allumage intégral remplace l'ancien montage du moteur 2,5 litres. La bobine est commandée, comme précédemment, par un amplificateur, mais ce dernier est maintenant monté sur l'aile avant gauche et son fonctionnement est déclenché par le CU d'injection. Pour déterminer la valeur de base de l'avance à l'allumage, le CU a besoin de connaître le régime moteur ainsi que sa charge. Le signal de régime est fourni par les déclencheurs, tandis que le signal de charge est fourni par la sonde de pression d'admission, initiale MAP. Ces valeurs de base sont constamment modifiées par des informations venant de la température d'eau et d'air du moteur. Pendant la phase de démarrage, les signaux sont émis à partir du commutateur d'allumage et du déclencheur de l'allumage. Le calage de l'allumage se vérifie au ralenti en utilisant un stroboscope. Si un réglage s'avère nécessaire, vous utilisez le potentiomètre situé lui aussi à l'intérieur du boîtier de contrôle sur le tablier. Prenons un exemple. Si le véhicule doit fonctionner à l'essence sans plomb, vous devez mettre l'allumage à 11 degrés avant le point mort haut. Remarquez que les repères sur le potentiomètre ne doivent être utilisés que comme des guides. Vous devez toujours contrôler à l'aide du stroboscope votre réglage. Placez ensuite un sticker essence sans plomb sur le filtre à air pour faire remarquer que le véhicule a été réglé pour l'essence sans plomb. Une diode rouge d'autodiagnostic, semblable à celle du 2,5 litres, est toujours utilisée sur le moteur de 2,7 litres et, comme avant, le boîtier ECU gardera en mémoire une panne intermittente. Un flash-check spécifique du moteur 2,7 litres est disponible pour le diagnostic du système.
Il vous permettra de localiser rapidement et efficacement une quelconque anomalie. Mais avant de connecter le flash-check, examinez toujours le système d'autodiagnostic par diode. Si la diode clignote, elle vous indique, selon un code, la localisation de l'anomalie. Comme vous disposez maintenant de 2 flash-checks, assurez-vous que vous utilisez toujours le bon avec le faisceau correspondant. Si les ventilateurs se mettent en fonction lors du branchement du flash-check, il est vraisemblable que vous n'utilisez pas le bon modèle. Pour ceux d'entre vous qui possèdent le Cobest, une nouvelle cassette ainsi qu'un nouveau faisceau sont mis à votre disposition. Le déroulement du test est semblable à celui du 2,5 litres, mais il comprend également des contrôles du système d'allumage programmé. Le système de régulation de vitesse électronique de la 2,7 litres fonctionne par dépression. Un flash-check a également été développé et il permet de contrôler les 2 systèmes de régulateurs électroniques, celui du 2,5 litres et celui du 2,7 litres. Voyons maintenant la boîte automatique à contrôle électronique, initiale EAT. Mécaniquement, cette transmission est très semblable à celle utilisée sur le moteur de 2,5 litres. Tous les pignons sont constamment engrainés et des embrayages hydrauliques sont utilisés pour les solidariser à leurs arbres. Mais cette transmission diffère essentiellement au niveau du système de contrôle, bien que les embrayages soient toujours appliqués grâce à la pression hydraulique. Néanmoins, l'application de ces embrayages ainsi que les points de changement sont maintenant contrôlés électroniquement. Vous voyez ici les 4 électrovalves de contrôle accessibles depuis l'extérieur de la transmission. Comme pour une boîte automatique conventionnelle, des soupapes de passage sont utilisées, une pour chaque passage. La différence est qu'il n'existe pas de pression de papillon ou de governor pour agir sur les extrémités de cette soupape. Il n'y a plus maintenant qu'une seule pression, connue sous le nom de pression de modulation, en bleu sur l'écran. Lorsque l'électrovanne de passage contrôle le débit de la pression de modulation agissant vers une soupape, un rapport est sélectionné. C'est la pression de modulation qui déplace la soupape, laquelle permet l'alimentation et la mise en pression de l'embrayage. Les électrovannes de commande sont gérées par un ECU situé sous le siège avant gauche. Cet élément reçoit des informations venues des différentes sondes pour déterminer les points de passage. Les 2 autres électrovannes visibles commandent avec précision le mode de verrouillage du convertisseur de couple et, afin d'améliorer le frein moteur, ils permettent de solidariser ce dernier en décélération. Comme sur la boîte précédente, il y a 2 câbles de commande, le câble de kickdown et le câble de sélection. Ces 2 câbles doivent être parfaitement réglés à tout moment pour éviter d'endommager la transmission. La procédure de réglage du câble de kickdown est identique à celle des 2,5 litres. Assurez-vous toujours qu'il n'y a pas de jeu dans le câble, ce qui entraînerait une pression de ligne trop faible vers les embrayages et donc rapidement un patinage. Le réglage du câble de sélection est également très proche de celui des 825, mais à cause du nouveau dessin de la console, l'opération est légèrement différente. Pour vous aider à déterminer si un réglage s'impose, les repères sont maintenant tracés sur le levier et sur la console. Si le câble de sélection est correctement réglé, l'engagement hydraulique de la marche avant en D et de la marche arrière en R se produit au moment précis où les repères sont alignés. Pour régler le câble, vous devez d'abord déposer la console, pousser le levier vers l'avant et desserrer l'écrou de blocage du câble. Déposez ensuite le clips à baïonnette, puis tirez le levier vers l'arrière tandis que vous poussez le câble vers l'avant. Tirez ensuite le câble vers l'arrière d'un cran, puis positionnez le levier en marche arrière. Engagez la douille sur le câble et tournez-la jusqu'à l'alignement d'un des trous avec l'orifice du câble en utilisant une pige de diamètre de 3,9 mm. Assurez-vous du bon alignement des trous. Tirez le levier vers l'arrière, puis repositionnez-le en position R. Tournez, si besoin, la douille pour obtenir un coulissement libre du centreur.
Et finalement, serrer l'écrou de blocage et remonter le clip à baïonnette avant de remonter la console. Vérifier l'engagement hydraulique comme sur le 2,5 litres en utilisant le système de repère sur le secteur denté. Le CU de boîte automatique a également un système d'autodiagnostic par diode électroluminescente semblable au système d'injection. En cas d'anomalie, la diode rouge clignotera selon un code dépendant de la nature de l'anomalie. Pour chaque anomalie, le CU utilisera un programme parallèle pour permettre au véhicule de continuer à fonctionner, bien que le comportement puisse en être légèrement perturbé. Le témoin S4 au tableau de bord a deux fonctions. Il permet de contrôler qu'on utilise effectivement la position S4, mais il se mettra à clignoter si une anomalie est détectée par la diode sur le CU. Le conducteur est alors alerté sur le fait qu'un contrôle s'impose. Comme le CU d'injection, celui de la boîte automatique est doté d'une mémoire. S4, par contre, ne clignotera que pendant que le contact est maintenu. Si le contact est coupé, S4 ne reprendra ses clignotements que si l'anomalie survient à nouveau. Comme vous le faisiez sur le boîtier d'injection, vous pourrez éliminer la mémoire de l'anomalie en déposant le fusible de l'alternateur sur le tableau situé dans le compartiment moteur. Un répertoire d'anomalies sera incorporé au manuel d'atelier. Un diagnostic plus approfondi peut être établi en utilisant le FASHEC de la transmission automatique EAT. Celui-ci est relié au système à la place de l'écu. Attention, contrôlez toujours la diode d'autodiagnostic d'abord, elle peut vous faire gagner un temps précieux. Le FASHEC contrôle tous les signaux émis vers le CU et il commande également les électrovalves tout en s'assurant d'un comportement correct de celle-ci. Chaque diode du FASHEC ne s'allume que lorsque le résultat obtenu est satisfaisant. Maintenant que vous avez une vue d'ensemble, vous réalisez que le Rover 827 est un véhicule impressionnant, équipé de tout ce dont un conducteur peut rêver. Mais revoyons rapidement les modifications les plus spectaculaires. Un moteur de 2,7 litres très puissant est doté d'un couple élevé qui en font un modèle du genre. Un système d'allumage intégral commandé par un ECU commun avec l'injection pour une gestion encore plus précise du moteur. Un résonateur d'admission modulable pour maintenir le niveau sonore de l'admission au minimum, même à haute vitesse. Une tubulure d'admission à double canalisation pour fournir un excellent couple aussi bien en ville que sur autoroute. Une transmission automatique à commande électronique pour donner au passage des vitesses la précision de l'ordinateur. 2 options de conduite avec 3 ou 4 vitesses et un comportement sportif. Des repères incorporés au système de sélection pour un contrôle plus rapide et plus efficace. Des ECU d'injection et de boîte automatique incorporant des systèmes d'autodiagnostic intégrés avec mémoire pour faciliter les recherches de panne. De nouveaux connecteurs pour éliminer les épissures dans les faisceaux. Un repositionnement de certaines prises, notamment des portes, vers des zones abritées des intempéries. Un nouveau cruise control électronique à fonctionnement pneumatique. Un dispositif d'assistance de départ à chaud équipant tous les modèles à air conditionné. Un nouveau positionnement des réglages d'avance et de CO-CO2. Et 3 nouveaux FASHEC pour le cruise control, l'injection PGM-FI 2,7 litres et la boîte de vitesse injection électronique. Et enfin, une nouvelle cassette pour votre Cobest. La nouvelle gamme Rover 827 à boîte de vitesse contrôlée électroniquement représente un nouveau pas en avant pour la Rover 800. Une puissance et des performances sans pareil pour maintenir la Rover un pas en tête de la concurrence.